Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Alastair Crooke, ancien diplomate britannique et de l'Union européenne. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Vous avez donc écrit cet article intitulé « Les précurseurs de la guerre sont en place », dans lequel vous évoquez la possibilité d'une nouvelle guerre contre l'Iran. Il est publié d'ailleurs sur votre Substack Conflicts Forum. Nous mettrons un lien dans la description et j'espère que les gens s'abonneront, car c'est l'un de vos nombreux excellents articles. Mais nous avons vu d'autres personnes tenter de prédire ce que les États-Unis pourraient faire ensuite. Certains pensent qu'après le Venezuela, ils pourraient s'en prendre à la Colombie. D'autres disent que Cuba est plus probable. Ils pourraient même frapper le Mexique ou essayer de reprendre le canal de Panama. Certains se tournent vers l'Afrique avec le bombardement du Nigeria. D'autres s'inquiètent du Groenland, plus proche de chez nous, ici en Europe, je suppose. Mais il y a aussi ceci. En plus de la rivalité entre grandes puissances avec les Chinois ou les Russes, beaucoup s'attendent, comme vous l'écrivez, à ce que l'Iran figure en tête de la liste des guerres les plus probables cette année, étant donné que Netanyahou s'est récemment rendu en Floride. Et bien sûr, cherche à plaider pour une nouvelle guerre contre l'Iran. Mais comment analysez-vous cette situation? Quels sont, selon vous, les signes avant-coureurs d'une autre guerre avec l'Iran? Eh bien, je dirais simplement, tout d'abord, et vous l'avez très bien décrit, qu'il y a en ce moment aux États-Unis, après cette conférence de presse plutôt étrange donnée par Trump, un sentiment qu'il existe désormais des menaces assez claires, en particulier contre Cuba, avec qui le secrétaire d'État entretient une sorte de vendetta de longue date. Il est d'origine cubaine et vient de Miami en Floride, où vivent de nombreux Cubains. Et bien sûr, la Colombie semble également figurer sur la liste, ainsi que le Mexique. Que va-t-on voir? Ce qui va se passer au Venezuela n'est pas très clair non plus. Je parlais à des amis au Venezuela il y a 1 heure ou 2, et il semble pour l'instant, ce que j'essayais d'expliquer, que la situation suit presque exactement le même schéma que celui qui s'est produit en Syrie. C'est le modèle de ce qui s'est passé au Venezuela. Comme vous vous en souvenez, ce qui est arrivé avec Assad, c'est qu'il a d'abord été pressé par les États du Golfe, le Qatar et les Émirats arabes unis, de rompre ses liens avec le Hezbollah et avec l'Iran, et de se rapprocher de l'Occident. Et il le faisait, mais progressivement. En même temps, le Qatar travaillait avec la Russie et avec la Turquie. Et bien sûr, il y a ensuite eu la destitution d'Assad, qui s'est produite très rapidement. Il a été discrètement écarté de la présidence, et personne ne savait ce qui s'était passé. Il avait simplement disparu. Il est maintenant à Moscou. Mais l'essentiel de ce que je voulais dire, c'est que tout cela fait partie de ce nouveau modèle que Trump a annoncé en mai à Riyad. C'est vraiment un nouveau modèle économique de la politique. En Syrie, c'était comme se débarrasser du PDG d'une grande entreprise. Start a purser, say, du Rochefort Charity. And then having a management buyout. And that's really what we've been seeing in Venezuela. Et c'est exactement ce que nous avons observé au Venezuela. Tout d'abord, Maduro a été arrêté et démis de ses fonctions, puis il a été aperçu en promenade à New York peu de temps après. Ensuite, la vice-présidente Delcy Rodriguez a démissionné, est devenue présidente par intérim, et elle est restée en contact avec le Qatar pendant cette période. Elle a eu des discussions, et son frère entretient également depuis longtemps des relations avec le Qatar et la famille royale, et il semble qu'elle y ait aussi des intérêts économiques. Il est très probable que c'est cet arrangement que le Qatar mettait en place. La lettre qu'elle vient de présenter et d'écrire, dans laquelle elle affirme vouloir entretenir de bonnes relations avec les États-Unis et avec tout le monde, porte la marque de la lettre de Jolani. C'est exactement la même chose.
It's exactly the same fact there are paragraphs in it which are identical. Probably En réalité, certains paragraphes y sont identiques, probablement issus de la même équipe de production à Doha que le premier. Et encore une fois, il semble qu'ils aient été achetés, ou si l'on préfère, que la direction, c'est-à-dire l'appareil de défense et de sécurité, l'ait été. À l'exception des Cubains, les gardes du corps, tous ont été tués. Les 32 Cubains ont tous été tués par les Américains lorsqu'ils sont venus capturer Maduro. Et c'est le même blocage et la même prévision, à mon avis. Tout comme la Syrie a été transformée, si l'on veut, en un État failli, cela n'a pas fonctionné. Giuliani n'en avait pas la responsabilité. Il y a encore des massacres ethniques réguliers. C'est un endroit extrêmement dangereux, avec des interventions extérieures, Israël d'un côté, les Turcs de l'autre. C'est un État failli. Et ce que nous avons, c'est une présidente au Venezuela qui a les bonnes connexions. D'un côté, elle est très bien liée au monde des affaires, les propriétaires terriens, les dirigeants d'entreprises de Caracas et l'industrie pétrolière. Elle est aussi ministre du pétrole. Les Américains préparent une délégation de Wall Street pour venir examiner comment prendre le contrôle de l'industrie pétrolière au Venezuela très prochainement. Mais il ne semble pas y avoir de plan B. Cela paraît être un nouveau style, une sorte d'approche commerciale. Comment partager les bénéfices, comment rémunérer la direction, garder la direction actuelle, placer nos propres gestionnaires, changer la PDG, et l'entreprise ira de nouveau bien. Et c'est exactement la même chose, semble-t-il, qu'ils proposent. On dirait que Rodriguez, il n'y a pas de véritable plan. Les Américains allaient simplement lui remettre le pouvoir, en partant du principe que ses relations d'affaires et ses bons rapports avec les forces de sécurité suffiraient et qu'il ne serait pas nécessaire que l'Amérique le dirige depuis Washington. Mais, comme on l'a vu en Syrie, il s'avère qu'il existe des groupes rivaux et d'autres visions. L'un d'eux, c'est Diosdado Cabello, qui était chef de la sécurité, chef du renseignement. Il était, si l'on veut prendre un exemple ukrainien, le Boudanov, le tueur, le chef des services de renseignement et de sécurité. Et il est revenu. Il était avec Maduro, puis il est parti à Cuba. Il est très proche des Cubains. Il est radical. C'est un révolutionnaire. Et il est maintenant de retour, avec le soutien solide de ses anciens collègues de la sécurité et du renseignement sur place. Pour le moment, il ne dit pas grand-chose. Je l'ai écouté ce matin, et il disait « Eh bien, vous savez, nous combattrons l'ennemi. Nous combattrons l'ennemi et leur invasion. Nous verrons bien. » Et puis, il y a d'autres milices de l'autre côté de la frontière. J'ai passé 3 ans en Colombie, donc je connais les FARC et l'ELN, vous savez. Ils sont tous enfouis quelque part dans la jungle, un endroit difficile à contrôler. Nous verrons bien. Mais cela pourrait se propager. Je veux dire, cela pourrait se propager, comme vous le dites à juste titre, à travers l'Amérique latine, jusqu'au Mexique et à la Colombie. Trump menace déjà le président et d'autres, ainsi que Cuba, qui est presque certainement dans la ligne de mire en ce moment. Alors, revenons à l'Iran et à ce qui se passe en Israël. Pour planter un peu le décor avant d'aborder l'article que tu as mentionné, tout d'abord, pendant cette période, la situation de Netanyahou s'est considérablement détériorée. C'est un véritable Houdini. Tout le monde prédit sa chute, dit qu'il est fini, mais d'une manière ou d'une autre, il parvient toujours à s'en sortir et à se tirer d'affaire. Mais cette fois, l'étau se resserre. Il n'y a pas seulement les affaires de corruption qui durent depuis longtemps et dont les procès sont toujours en cours, mais aussi l'avis juridique général parmi les avocats israéliens, pas seulement le mien, selon lequel, si ces affaires vont jusqu'à leur terme, il sera condamné. Et cela signifiera probablement qu'il devra aller en prison. Mais ensuite, il y a toute une nouvelle série d'attaques ou de problèmes, si l'on préfère,
venant de ce qu'on appelle Kahage. C'est le scandale en termes israéliens qui a révélé, et ce n'est plus vraiment contesté aujourd'hui, qu'au moins 3 membres du cercle rapproché de Netanyahou, au sein du bureau du Premier ministre, étaient rémunérés par Doha, par le Qatar. Et bien sûr, ce n'est pas clair. Les questions sont évidentes. Ils n'ont évidemment pas été payés pour rien. Nous savons tous que lorsque Madame Netanyahou, Sarah, se rend aux États-Unis, elle séjourne gratuitement au Four Seasons Hotel, appartenant au Qatar à Miami. Mais la question est, quel a été le retour sur cet argent? Que demandaient les Qataris? Que voulaient-ils en échange de cette dépense? Personne ne le sait. Et la deuxième question est, Netanyahou était-il au courant? Comment aurait-il pu ne pas l'être? Et s'il l'était, pourquoi n'a-t-il rien fait? S'il ne l'était pas, pourquoi? Et ne devrait-il pas démissionner? Cette affaire a été prise très au sérieux par des personnalités de premier plan. Je veux dire, Bogi Ya'alon, qui était ministre de la Défense, et même Naftali Bennett, qui est très probablement le prochain Premier ministre d'Israël. Ils emploient des mots qu'on n'entend pas souvent. Ils parlent de trahison. Il y a donc eu des pressions. Ils ajoutent aussi, bien sûr, que cela doit être enquêté et traité de manière légale. Mais c'est un langage très très toxique en Israël, extrêmement toxique. Et cela divise la population. Les figures sérieuses, le chef de l'opposition et des personnes comme Ya'alon et d'autres qualifient cela de trahison. Il est donc dans une situation très difficile et il a besoin d'une issue. C'est l'un des problèmes auxquels il s'attendait à être confronté à Mar-a-Lago, car il a pris la température au sein du parti Likoud. Et le parti est en ébullition face à l'idée que le programme américain pour Gaza représente une défaite pour Israël. Ils disent que si l'on commence à reconstruire Gaza, ce que Trump, Witkoff et Kushner veulent faire, il faut d'abord la reconstruire, mettre en place une sorte de gouvernement technocratique et seulement à la fin désarmer le Hamas. Les membres du Likoud disent « Allons regarder ce qui va se passer. Nous allons avoir des approvisionnements qui entreront à Gaza. Les FDI devront se retirer quand la reconstruction commencera. Des étrangers viendront pour s'en charger. Ce sera, vous savez, les FDI seront contenus. Et à la fin, nous ne savons même pas si le Hamas ne sera pas encore armé. C'est une restauration du Hamas, pas une défaite du Hamas. J'exprime simplement ce que disent les membres du Likoud et l'opinion de Netanyahou à ce sujet. Donc en réalité, il a besoin d'une sorte de grand ballon pour le sortir de ces crises croissantes. Et quel est ce grand ballon? L'Iran. La guerre avec l'Iran. Parce que, vous savez, d'abord, c'est populaire. Je veux dire, vous savez, en Israël maintenant, si l'on regarde la presse hébraïque, ils sont en effervescence à propos de ce qui s'est passé à Mar-a-Lago, parce qu'à Mar-a-Lago, ils ont attiré les Américains dans l'affaire. Il a obtenu le feu vert pour une attaque contre l'Iran, sans aucun doute. On peut le lire partout dans la presse la plus autorisée, sans réserve. Il a reçu le feu vert de Trump pour une nouvelle attaque contre le système de missiles, les missiles balistiques ou les composants nucléaires. Donc cela avance. Hier, dimanche, c'était le jour du Conseil des ministres et il y a eu des réunions du cabinet et selon les rapports, ils ont simulé la guerre avec l'Iran. Ils ont fait une simulation de guerre, mais tous les signes avant-coureurs sont très clairement en place. Au moment même où Mar-a-Lago se déroulait, qu'avons-nous vu? Soudainement, des manifestations ont commencé en Irak. Vous savez, je ne crois pas aux coïncidences, et je sais un peu pourquoi elles se produisent. La plupart sont stimulées de l'extérieur. Elles ont surtout lieu dans les petites villes, pas dans les grandes, et beaucoup de manifestants sont armés. Il existe des preuves très claires que des hommes armés sont venus et ont tenté de forcer les commerçants à fermer leurs boutiques. Un commerçant égyptien a essayé de les secourir et il y a eu une fusillade.
il a été tué, ainsi que les autres. C'est ce genre de situation. Cela n'a rien à voir avec le type de protestation que nous avons connu les années précédentes, peut-être. Tout cela est purement orchestré, purement Monsieur Urquhart, et cette fois il s'agit entièrement de Pahlavi et du retour de la famille du Shah au pouvoir, apparemment. Bien que, comme on peut l'imaginer, parmi les vrais Iraniens, il n'y ait presque aucun soutien pour le retour du fils du Shah au pouvoir. C'est vraiment une sorte de fantasme américain. Quoi qu'il en soit, cela se poursuit. Ensuite, il y a l'attaque contre la monnaie. En parallèle, il y a une attaque contre le rial. Le rial chute. C'est pourquoi certaines personnes manifestent, parce qu'il y a eu une forte baisse de la valeur du rial. Mais clairement, comme toujours, comme avec la Russie, lorsque la pression s'est exercée et qu'il y a eu une attaque contre le rouble, tout cela a été orchestré depuis Londres et Washington. Et cette fois, c'est manifestement orchestré depuis Dubaï, car c'est là que se trouvent tous les commerçants. C'est ici que les affaires avec l'Iran se font. Il n'est pas très difficile de gérer un effondrement monétaire. Ensuite, on voit paraître tous les articles de journaux affirmant « Oh oui, l'Iran collabore avec Al-Qaïda et nous allons avoir des cellules dormantes qui vont être activées, et ainsi de suite. » Ils ne prennent même pas la peine d'expliquer qu'en réalité, Al-Qaïda et l'Iran ont toujours été des ennemis mortels. L'idée que l'Iran puisse diriger l'État islamique ou Al-Qaïda est une absurdité totale. Mais il y a un dernier élément, si l'on veut, le signe avant-coureur qu'une guerre approche. Et c'est qu'aujourd'hui, dans la presse israélienne, on dit « C'est fait, c'est trop tard, vous arrivez trop tard maintenant. » La date limite était le 31 décembre, et il est maintenant trop tard. Vous étiez censé avoir désarmé le Hezbollah d'ici là, et cela n'a pas eu lieu. Maintenant, ils disent qu'ils vont intervenir, attaquer le Hezbollah et le désarmer militairement. Et les Américains leur ont donné le feu vert pour cela. C'est assez clair, car cela a toujours été le cas. Je me souviens, il y a des années, que la CIA m'avait dit que si l'Amérique attaquait l'Iran, elle devrait d'abord neutraliser le Hezbollah et les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, afin qu'Israël ne mène pas une guerre sur 3 fronts, mais puisse se concentrer entièrement sur l'Iran. Tous ces éléments précurseurs sont donc en place. Et je suppose que la question que vous posez, qui faisait partie de l'article, est de savoir pourquoi Netanyahou doit trouver une issue. Et vous savez, la guerre contre l'Iran est populaire. En Israël, je veux dire, la majorité des gens la soutiendront. Elle est aussi populaire aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe. Le Congrès l'approuvera presque certainement, tout comme de nombreux gouvernements européens. Donc c'est, vous savez, sa voie de sortie. Quand tout se referme et que tout devient paralysé, parce qu'en réalité, bien qu'il ait mené des guerres sur divers fronts contre le mouvement de résistance, au final, ces guerres n'ont pas abouti. Elles sont inachevées. Et les Israéliens disent, regardez, que ce soit la Syrie, le Liban ou Gaza, vous n'avez pas vraiment terminé le travail. Autrement dit, vous avez peut-être affaibli les ennemis d'Israël, bien sûr, mais vous n'avez pas achevé la tâche. Alors que faire? Soit vous vous retirez et reculez, soit vous montez d'un cran. Je pense que c'est plus compliqué avec M. Trump, comme toujours. Dans le cas de l'Amérique, il y a en réalité 2 éléments. Le premier, c'est que Trump subit actuellement une forte pression sur le plan financier et économique, et qu'il cherche donc tous les moyens possibles. L'une des raisons concernant le Venezuela, bien sûr, c'est qu'ils veulent que toutes les réserves du Venezuela soient libellées en dollars. Ils ne veulent plus de dévaluation du dollar. Alors, que vont-ils faire? De quoi Trump se préoccupe-t-il?
Ils s'inquiètent aussi de ce qui se passe dans le mouvement MAGA, Make America Great Again. L'espace populaire des jeunes républicains, et de plus en plus aussi des démocrates, est mécontent de l'étroite association de l'Amérique avec Israël, avec la politique israélienne et avec ce qui s'est passé à Gaza. D'une manière très sérieuse, les images venant de Gaza ont vraiment galvanisé la jeunesse. C'est vrai ici, en Italie, les Italiens me le disent, c'est Gaza qui change réellement le paysage politique. Et ce sont les jeunes, la génération Z, ou Z si l'on veut l'appeler ainsi, ce sont eux qui poussent le mouvement. Les jeunes jusqu'à 35 ou 40 ans, ce sont eux qui sont mécontents de la politique. Et donc cela crée une division. Je pense que ce qui se passe, c'est que l'ancienne garde du Parti républicain, l'establishment, si l'on veut, les républicains traditionnels, qui représentent un élément assez important au sommet du parti, veut que le groupe MAGA soit vaincu. Ils veulent les affaiblir afin de reprendre le contrôle total du parti. Ils sont effrayés par cette forme de populisme organique qui monte en puissance en Amérique, aussi bien à droite qu'à gauche. Ils veulent essayer de la contenir, de la ramener sous contrôle comme auparavant, avec le contrôle des médias, le contrôle des ressources. Alors ils ont introduit cette idée de division dans le débat pour tenter d'affaiblir et de détruire MAGA en disant « soit vous soutenez Israël sans réserve, soit vous êtes antisémite. Et l'antisémitisme, nous ne l'accepterons pas. » Il y a une offensive contre Tucker Carlson et d'autres, accusés d'avoir tenu des propos antisémites, bien que cela soit vivement contesté par lui et par d'autres. Ils essayent d'utiliser cette affaire pour diviser le jeune mouvement populiste, MAGA, surtout à l'approche des élections de mi-mandat, alors que l'ancien establishment, les vétérans du parti, et les grands donateurs, ceux qui soutiennent le parti depuis longtemps, travaillent main dans la main. Ils veulent faire émerger de nouveaux candidats pour les élections de mi-mandat et ils aimeraient voir le mouvement America First disparaître et Trump affaibli. Ils viennent du groupe de Sea Island, opposé à Trump, le groupe unipartite commun, le Carter Group, qui s'était déjà opposé à lui en 2016. Et maintenant, ils veulent relancer cela. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc, ce qui se passe, c'est que je pense que Trump a fait deux choses. Trump participe avant tout à ce débat, très clairement, lors de la réunion de Mar-a-Lago avec les Israéliens et Netanyahou. Je veux dire, il exprime, je ne dirais pas soutien, c'est pas le bon mot. Il a manifesté un amour sans fard pour Israël. C'était assez évident, pas du tout inconscient. Mais en même temps, il a laissé entendre qu'il existait un désaccord avec Israël à propos de Gaza, du calendrier concernant Gaza, ainsi que de l'annexion et des colons en Cisjordanie. Il disait donc en réalité, reflétant ce que Vance essaie de faire, qu'il faut en quelque sorte résoudre la quadrature du cercle, en affirmant qu'il est acceptable de critiquer Israël quand c'est justifié, et que cela n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est autre chose. Or, pour Netanyahou et les grands donateurs américains, cette distinction est impossible à faire. Il faut aller jusqu'au bout. Si tu veux éviter d'être traité d'antisémite, tu dois soutenir Israël totalement. Tu ne peux pas le critiquer et en même temps dire que tu n'es pas antisémite. Donc ils essayent de nous pousser très fort. Je pense que Trump essayait de trouver une sorte de solution qui permettrait aux partisans de MAGA d'être d'une certaine manière réintégrés dans le système politique, en les faisant revenir, si tu veux, en trouvant un compromis. Oui, il est acceptable de critiquer ce qui s'est passé à Gaza. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Mais il faut quand même soutenir Israël sans réserve. L'État d'Israël doit être soutenu. Et je veux dire, il y a beaucoup de manœuvres sur ce qui va se passer ensuite. Tu sais, quel est l'avenir de MAGA? Qui va le diriger? Qui va hériter du groupe MAGA?
s'il y a quelqu'un, et peut-il être repris en main par l'ancienne garde, les républicains des clubs privés? Peuvent-ils réussir à le contrôler? Les questions sont posées et il n'y a vraiment pas de réponse. Personnellement, c'est juste mon avis. Je pense qu'il est très peu probable que l'ancienne garde y parvienne. Je veux dire, ces gens ont désormais vu les rouages de la politique. Comment on présente de faux candidats ou deux faux candidats et comment les dirigeants du parti organisent les choses de manière à donner l'impression qu'on a le choix alors qu'en réalité on ne l'a pas. Et une fois qu'ils ont compris cela, une fois qu'ils le savent, on ne peut plus vraiment refermer la bouteille. Je ne pense pas qu'il soit très facile de remettre ça dans la bouteille. C'est donc une assez longue histoire sur les raisons pour lesquelles nous allons peut-être entrer en guerre avec l'Iran. Et en fait, je n'ai même pas encore mentionné l'Iran, ni la question de savoir s'il représente une menace. J'ai simplement pensé qu'il valait mieux, par souci d'exhaustivité, dire ce que Netanyahou a dit à Trump pour le pousser à dire cela. Il a dit « Regarde », il a évité de faire ce qu'il a toujours fait par le passé. Il n'a pas dit « Regarde, l'Iran est à quelques semaines d'avoir la bombe. 6, 8 semaines. » Il disait cela depuis 25 ans. 1 mois, 2 mois, 6 semaines. Il a complètement abandonné cette idée. Il a dit non, non, la menace est tout autre. Ce qui se passe, c'est que les Iraniens ne se contentent pas de reconstruire leur système de défense, leur défense antimissiles, leur défense aérienne. Ils élaborent une doctrine de défense entièrement nouvelle, un système inédit qui va placer un parapluie complet au-dessus de leur zone nucléaire stratégique. Ils vont tout couvrir avec de nouveaux systèmes de défense antimissiles. Donc, s'ils réussissent, nous ne pourrons pas frapper, même si nous avions des renseignements indiquant qu'ils se rapprochent de la bombe. Nous ne pourrions pas la détruire à cause de leur système de défense. Cela signifie que nous n'avons maintenant qu'une minuscule fenêtre pour détruire leur système de missiles, afin de conserver au moins la possibilité d'attaquer leur site nucléaire. C'est un changement total de tactique. Cela revient à dire « Non, non, ce n'est pas la question nucléaire, ce sont les missiles. Nous devons les détruire. » Et Trump aurait apparemment dit « D'accord, oui, je suis d'accord. Très bien, feu vert. » Il est intéressant de constater que les querelles internes aux États-Unis autour du slogan « America First », les critiques qu'il suscite, les divisions qu'il provoque, sont manifestement très liées à Israël. Il est donc intéressant de penser que cela pourrait être ce qui pousse à une nouvelle guerre avec l'Iran. Mais je voulais poser la question, à quoi ressemblerait réellement une telle guerre? Car cela reste assez flou pour beaucoup de gens. Quels en seraient exactement les objectifs? Une guerre prolongée ne serait pas une bonne chose. Il faudrait trop de missiles intercepteurs. Et Israël en subirait trop durement les conséquences, comme on l'a vu la dernière fois. Le but serait-il une frappe de décapitation, la destruction de l'Iran, un changement de régime? Car comme vous l'avez dit, si c'est un changement de régime, ce n'est pas comme s'ils avaient quelque chose de solide pour le remplacer. Par exemple, en Ukraine, j'ai trouvé que cela avait été bien fait. Ils ont pris le contrôle des services de renseignement assez rapidement. Ils ont aidé à déterminer qui ferait partie du gouvernement et qui en serait exclu. Nous avons vu la prise de contrôle de l'armée, le découplage économique avec la Russie, l'épuration culturelle, le contrôle des médias et de la société civile. Et avec la guerre contre la Russie, les États-Unis pouvaient se présenter comme le défenseur. Ainsi, quoi que les États-Unis aient fait, cela contribue au moins à lutter contre la Russie, qui représente la menace immédiate. Donc, tout au long, cela a été très habilement mené. Mais avec l'Iran, il n'est pas clair quel est exactement l'objectif de la guerre. Voudrait-il vaincre toute l'armée, renverser le gouvernement? Et qu'est-ce qui le remplacerait exactement? Ou s'agit-il simplement d'affaiblir, de démanteler? Il m'est très difficile de comprendre comment nous pourrions
pourrions vaincre un pays comme l'Iran. It's very unclear to me how you defeat a country like Iran. You know, that's why I started off with about Venezuela. Tu sais, c'est pour ça que j'ai commencé par parler du Venezuela et de la Syrie, parce que c'est toujours le modèle, non seulement le modèle vénézuélien, mais aussi le modèle syrien, et c'est en fait le modèle appliqué à l'Iran également. Donc je pense que ce que tu as mentionné, la principale caractéristique de toutes ces récentes interventions militaires américaines, c'est la décapitation. On l'a vu très clairement au Yémen. Il disait, comme l'a formulé High Staff à l'époque, « Notre objectif est de décapiter les outils au Yémen. » Et cela peut se faire de deux manières. Au Yémen, ils essayent de le faire en achetant les gens, en promettant de l'argent. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils ont promis de l'argent. Ils l'ont fait aussi en Irak. Ils ont acheté la garde républicaine irakienne, ou du moins une grande partie de celle-ci. Je le sais, et ils ont payé beaucoup d'argent pour les convaincre de refuser de combattre contre les Américains. Donc je pense que nous allons, personne ne sait exactement ce que ce sera, mais je pense que les Israéliens vont chercher une intervention américaine majeure pour détruire le système de missiles. Qu'est-ce que ça va nécessiter? J'imagine que ce sera différent, vous savez, de la guerre de 12 jours, quand les avions israéliens n'ont pas pénétré l'espace aérien iranien. Ils ont réussi à endommager certaines défenses aériennes locales. Les personnes déjà sur place ont été retournées, envoyées en Iran, et elles ont neutralisé les systèmes de défense aérienne plus petits en utilisant principalement des armes intermédiaires. Et puis les Américains ont essayé de brouiller les systèmes radars les plus stratégiques et de les neutraliser. Tout cela a été fait avec des missiles de croisière tirés à distance, des missiles de croisière de courte portée, de petite taille, lancés soit depuis l'Irak, soit depuis l'Azerbaïdjan. La question est de savoir si l'Amérique se sent désormais suffisamment en sécurité pour mener des missions dans l'espace aérien iranien et attaquer. Je pense que c'est incertain, et pour l'instant, ils essayent de déterminer s'ils le peuvent. Je veux dire, certaines personnes, vous savez, nous comprennent mal. Elles disent « Ah, regardez, ce qui s'est passé au Venezuela, les défenses aériennes n'ont pas fonctionné. » Et donc, il est sûr pour l'Amérique de supposer que les défenses aériennes iraniennes ne fonctionneront pas non plus. Comme vous pouvez le voir, c'est absurde. Je veux dire, leurs systèmes n'ont même pas été activés. Et il y a aussi une cyberattaque au Venezuela qui les a probablement touchés, tout comme en Iran. Donc je pense que nous verrions des cyberattaques massives. Je suis sûr qu'ils reviendront à cela. Je veux dire, lors de l'attaque du 12 juin, il était très clair quel en était l'objectif, qui, comme convenu avec l'administration Trump, était de faire s'effondrer l'Iran. C'était, vous savez, une expression éculée. C'était un château de cartes. Une simple poussée, et le château de cartes s'effondrait. Je veux dire, comme vous l'avez entendu, la Russie est un château de cartes. Le Venezuela est un château de cartes. Je veux dire, des gens au Venezuela me l'ont dit. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils en étaient convaincus sur le terrain. Il a dit, vous savez, les Américains sont absolument convaincus que Cuba et le Venezuela ne sont que des châteaux de cartes et qu'une petite poussée suffirait à tout faire s'effondrer. Et c'est la même chose avec l'Iran. Je pense qu'il y a en Israël des éléments qui ne sont pas du tout d'accord et qui le disent haut et fort. L'INSS, qui est une ONG de défense stratégique, a écrit et déclaré que les deux journalistes présents n'avaient trouvé aucun signe de soulèvement contre le gouvernement. Aucun signe, absolument aucun. Ce sont les Israéliens qui le disent, pas moi. Et ils ont affirmé qu'il n'y avait aucun signe de cela et que l'attaque était mal orientée. L'objectif de l'attaque, qui visait un changement de régime et l'effondrement de l'État, n'a pas été atteint. Lorsque le haut commandement a été décapité,
Ils ont très rapidement nommé de nouveaux commandants, et cela a fonctionné. They very quickly produced new commanders, and it worked. And the actually was about 12 hours when they were. Et le problème a duré environ 12 heures, pendant lesquelles ils étaient désorientés ou confus, mais tout est finalement revenu en place. C'est donc l'INSS. Mais je pense que vous savez le point que je voulais faire à propos de Trump et aussi de Netanyahou, c'est que faire la guerre à l'Iran est une manière de se positionner pour l'avenir d'Israël. Tout comme Trump se positionne pour l'avenir des États-Unis vis-à-vis du mouvement MAGA et de ce qui viendra après MAGA ou après son départ. Et donc Netanyahou l'a mis en place. La droite est au pouvoir et tous les piliers d'Israël qui la soutenaient autrefois, la justice, la Cour suprême, l'armée, la police, ont tous été soit affaiblis, soit pris en main par la droite au sens large, les religieux nationalistes, les colons, la petite Église. Et ce sont eux qui dirigent. Ils ont des armes et ils disposent d'une force militaire. Et donc, vous savez, les élections approchent cette année et Netanyahou doit les gagner. Et le Likoud doit les gagner parce qu'ils ne sont pas prêts à rendre le pouvoir à l'aile libérale ashkénaze d'Israël à ce stade. Ils ont tout géré. Ils espèrent contenir les affaires visant Netanyahou. Ils espèrent pouvoir écarter les accusations de corruption et qu'ils pourront remporter l'élection. Et alors ce sera ancré. Israël deviendra un État religieux de droite régi par la halakha et les Palestiniens seront expulsés des territoires. Donc c'est bien cela qui est en jeu. L'une des choses que j'essaie de dire aux gens, c'est que oui, c'est bien de dire, regardons cela de manière rationnelle, stratégique, géopolitique. Je veux dire, comme je fais de la géopolitique, j'entends beaucoup ce genre de choses. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de ce qu'il pourrait gagner avec une guerre. Écoutez, Israël pourrait n'y rien gagner du tout. Il pourrait être détruit pendant la guerre. Nous n'en savons rien avec certitude, mais les raisons sont différentes. Les raisons tiennent à l'élan, aux besoins. L'élan et l'enthousiasme pour cette guerre sont essentiellement eschatologiques. C'est la promesse de Dieu qu'ils remporteront leur guerre ensemble, qu'il vaincra leurs ennemis et que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation stratégique, ils s'en sortiront. Parce que c'est l'ordre du monde. C'est ainsi que les choses doivent se dérouler. Et nous constatons que si l'on est un rationaliste laïque, il est un peu difficile de s'y retrouver. Et je le dis depuis un certain temps. Je veux dire, il y a 10 ans, j'ai commencé à penser que les prochaines guerres porteraient sur des symboles religieux, Al-Aqsa contre le mont du Temple. Et vous savez, on pourrait dire, mais Israël pourrait être vaincu, il pourrait être détruit. Et je réponds, eh bien, vous ne comprenez pas. Des gens comme Smotrich sont très intelligents. Que vous soyez d'accord avec lui ou non, il n'est pas stupide. Je me souviens l'avoir vu il y a quelques années, et il m'a dit très gaiement, « Écoute, voici nos plans, voilà ce que nous avons l'intention de faire, mais il nous faut une grande guerre pour vraiment achever le plan. Une grande guerre, une grande crise, pour le terminer. » Oui, en fait, ils attendent l'Armageddon avec impatience. Je veux dire, ça en fait partie. Ce n'est pas du tout. Oh mon Dieu, cela pourrait se terminer par l'Armageddon. Non, ils en sont tout à fait satisfaits, car c'est attendu. Nous entrons dans une ère messianique, et une partie de l'avènement de cette ère, et du Messie, implique la nécessité d'une lutte apocalyptique qui y conduira. Il faut donc lire cela avec un regard tout à fait différent, je crois, pas avec celui du rationalisme séculier. Et nous avons essayé de le comprendre trop longtemps à travers cette lentille. Je veux dire, cela reste valable, mais il faut aussi l'examiner et en saisir les éléments eschatologiques et messianiques. Même dans les années 920, un célèbre historien juif, Cholon, a écrit un livre sur le messianisme. Et il a écrit, dès les années 1920, qu'il prévoyait qu'il y aurait
en temps voulu, une flambée de ferveur messianique au sein du Likoud. Il a écrit cela dans les années 1920 et il l'avait vu venir. Nous devons donc essayer de le comprendre de cette manière. Il est très difficile de prédire exactement ce qui va se passer, très difficile de prévoir quelles en seront les conséquences. Mais je pense qu'elles seront considérables pour les États-Unis, car je ne crois pas à cette dichotomie qui s'est imposée aux États-Unis. Comment on peut être America First et en même temps servir les intérêts israéliens de manière prioritaire? Je ne pense pas que ce soit tenable. Je crois que ce sera un grand débat d'avenir en Amérique sur cette relation, surtout compte tenu de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se produire ailleurs. Et je pense que cela va aussi définir l'avenir d'Israël. Je ne sais pas comment cela va se dérouler, ni quelles en seront les conséquences. Il faudra attendre et voir. Beaucoup de choses dépendent de cette guerre, si elle a lieu. Il semble, comme j'ai essayé de le décrire, qu'on puisse voir toutes les pièces se mettre en place, des simulations de guerre au sein du cabinet israélien, l'Amérique qui dit oui, les Américains qui s'enthousiasment. Vous savez, toute l'équipe est en effervescence. Trump dit « Oh, vous savez, l'Iran, on lui a donné une chance, mais c'est pas un président avec qui on plaisante. » Quand il disait quelque chose, il le pensait. Vous avez eu votre chance et vous l'avez gâchée. Vous, les Iraniens, et Maduro, vous l'avez gâché. J'aime le point que vous avez soulevé à propos de la rationalité, car c'est souvent, du moins pour les réalistes politiques, une faiblesse dans l'analyse, je pense. Lorsqu'il y a ce genre de lutte interne autour de America First, comme c'est le cas aux États-Unis, cette forme d'expressivité peut entraîner le pays dans un conflit avec l'Iran. Tout comme les affrontements entre démocrates et républicains en 2016 ont mêlé les politiques envers la Russie à leurs querelles internes. Et bien sûr, lorsqu'on y ajoute l'idéologie, le messianisme d'Israël, cela porte le tout à un niveau complètement différent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Thank you so much for taking your time. Je viens de le terminer très rapidement. Vous savez, on ne peut pas vraiment absoudre l'Occident d'avoir lui aussi cet élément, je veux dire, un élément eschatologique, et dire que nous sommes simplement rationnels alors qu'eux ne le sont pas. Parce qu'en réalité, ce que nous avons vu pendant cette période, c'est la déification du manichéisme. Je veux dire, nous avons vu les dirigeants occidentaux parler du fait que nous menons une bataille de la lumière contre les ténèbres, du bien contre le mal. On l'entend tout le temps en Europe à propos de M. Poutine et de la Russie. Je veux dire, tout cela est apparu, vous vous souvenez du discours de Biden à Liberty Hall, avec la lumière rouge intense et la mise en scène dramatique, et il a tout présenté comme une lutte du bien contre le mal, la cité brillante sur la colline. Puis, von der Leyen et les dirigeants européens ont repris cette idée et semblent l'avoir intégrée, comme s'il s'agissait d'une guerre manichéenne, plutôt que d'une guerre aux causes historiques très claires. Eh bien, merci encore d'avoir été si généreux de votre temps et pour toutes vos analyses sur Israël, les États-Unis et bien sûr l'Iran.